Vendredi 30 novembre 2001. Seattle. 19 ans qu'il traque ce malade. Ils y sont presque. La pluie, torrentielle, ne les arrêtera pas. Le tueur de la rivière verte, cette enflure qui s'en est pris à des gamines, va payer. Cette fois, il ne leur échappera pas. Devant l'usine Kenworth Truck Company, les agents Jim Doyon et Randy Mullinax sont prêts. Gary sort, jette un coup d'œil derrière son épaule, court en direction de son pick-up. Une photo pour la postérité. Le gars est impassible. Il met la main sur la portière. C'est maintenant. Doyon et Mullinax se jettent sur lui. Gary Leon Ridgway, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Opal Mills, Marcy K. Chapman, Cynthia Hinz et Carol Christensen. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Gary n'oppose aucune résistance. Ils l'ont eu. Pour de bon. Cette fois, ils ont du lourd. L'ADN. Et la seule chose qui attend Gary Ridgway, le tueur de la rivière verte, c'est la chaise électrique. La route qui relie Seattle à Tacoma, dans le comté de King, n'est qu'une succession de bars, de sex shops, de motels, de clubs de striptease. Depuis la fin des années 70, c'est sur ce boulevard, le Pacific Highway, que les ouvriers de la région décompressent après le travail. La zone, baignée par la lumière des néons rouges de la nuit, semble hors de toute législation. Il y a longtemps que la police du vice de Seattle a lâché l'affaire. C'est sur ces trottoirs tristes que l'on retrouve de nombreuses filles. Des fugueuses rebelles, celles qui fuient des familles abusives, celles qui rêvent d'une vie meilleure, des camés et des ados en mal d'amour. Des jeunes filles, à peine majeures, qui bradent leur corps pour quelques billets. La Pacific Highway, il y passe tous les jours après le travail, vers 21h. À bord de son pick-up Ford vert, il roule lentement, scrute toutes les jolies filles du boulevard. Sa radio est allumée, toujours sur la même fréquence, et joue des tubes des années 70. Il s'arrête dans un restaurant sur le bord de la route, avale un burger, puis se dirige vers le bar et commande une bière. Il ne parle à personne. Gary est toujours tout seul. Quand la nuit est bien installée, il reprend le volant de sa voiture, longe de nouveau le boulevard et choisit sa proie, celle avec qui il couchera ce soir, souvent sur la banquette arrière. « 15 juillet 1982. Ce matin, 2 adolescents ont appelé la police de Seattle pour signaler un corps sur le bord de la rivière verte. Une jeune fille, à peine femme, a été retrouvée nue, le corps baignant dans l'eau. Sa culotte nouée autour du cou. Elle n'a pour seul vêtement qu'une paire de baskets blanches en cuir aux pieds. L'endroit, une jolie rivière bordée par la verdure, est bucolique. C'est une zone de pêche, de promenade romantique. Le corps bleuté de la jeune fille, qui semble avoir été jeté là comme une poupée usagée, dénote. La scène est d'une violence inouïe. Il s'agit de Wendy Caulfield, une fugueuse de 16 ans, sans doute une prostituée. Elle a été aperçue pour la dernière fois le 8 juillet, à SeaTac. Les prostituées, il a commencé à les côtoyer en 1971, quand il était dans l'US Navy aux Philippines. Depuis, il ne peut plus s'en passer. Gary est un homme à femmes, enfin, un homme qui aime les femmes autant qu'il les hait. En 1982, il a 33 ans. Il a déjà divorcé 2 fois et est père d'un petit garçon de 7 ans, Matthew.
Sa vie amoureuse a commencé à la fin du lycée, quand il avait 20 ans. Il a épousé sa petite amie, Claudia Craig, en 1969. C'est à peu près au même moment qu'il s'est engagé dans la Navy. Éloigné de sa femme par un océan, il la trompe allègrement avec des prostituées. De son côté, Claudia, lasse de la distance, tombe amoureuse d'un autre. Le couple divorce donc moins d'1 an après le mariage. Gary est écœuré. Non seulement sa propre femme l'a trahi, mais en plus, il est rentré de l'armée avec une MST. Il quitte la Navy, trouve un emploi d'ouvrier à la Kenworth Company. Son travail consiste à peindre la chaîne des carrosseries de camions. Il épouse sa deuxième femme, Marcia Winslow, en 1973. Ensemble, ils ont un fils. Les Ridgway ont une sexualité particulière imposée par Gary. Amateur de bondage et de rapports dans la nature, à la limite de l'exhibitionnisme. Un jour, Gary essaie d'étrangler sa femme. C'en est trop. Marcia quitte le domicile conjugal en 1981. Le 17 juillet 1982, un homme se présente à la police. Il s'appelle Jack Buck et vient signaler la disparition de sa petite amie, Giselle Lovvorn. Il apparaît assez vite que ce Jack Buck n'est pas seulement le petit ami, mais aussi le proxénète de Giselle. Partie faire du stop, elle n'est jamais revenue. Giselle, les policiers la connaissent. Ils l'ont verbalisée le mois dernier pour racolage. Un soir de juillet 82, il parcourt SeaTac Strip, comme tous les jours, son fils Matthew installé à l'arrière de son pick-up. Il s'arrête à la hauteur d'une jeune fille, Giselle Lovvorn. Il lui tend une liasse de billets, la fait monter dans la voiture. Ensemble, ils roulent jusqu'à une zone boisée, s'arrêtent, descendent de la voiture. Il se tourne vers son fils. « Sois sage, on revient. » Et emmène Giselle dans l'obscurité. Là, il la déshabille, se positionne derrière elle et l'étrangle. Quand sa proie lâche son dernier souffle, il reprend ses billets et retourne vers sa voiture, retrouver son fils de 6 ans. Moins d'1 mois après la première découverte macabre sur les berges de la rivière Verte, un autre corps est retrouvé au même endroit. C'est Debra Bonner, 23 ans, prostituée, disparue le 25 juillet. 2 jours plus tard, 2 autres corps. D'après les signalements, il s'agit de Marcia Chapman, 23 ans, prostituée, et Cynthia Hinds, 17 ans, prostituée aussi. Quand un officier de la police de Seattle arrive sur les lieux, il sursaute en trébuchant sur un 3e corps. Opal Mills, 16 ans, une jeune fille, presque une enfant, qui n'avait rien d'une travailleuse du sexe. Toutes les 3 sont retrouvées quasiment au même endroit, au même moment. Elles ont été étranglées, elles sont nues, et 2 d'entre elles ont des cailloux dans le vagin. 5 cadavres de prostituées retrouvés en moins d'1 mois. La police se rend vite à l'évidence. Il ne s'agit pas de simples règlements de compte. Un tueur en série est à l'œuvre. Et la police de Seattle n'est pas prête pour l'enquête qui s'annonce. La zone de la rivière Verte est normalement un coin paisible. Aucun des policiers n'est formé pour ce genre d'investigation. La mission pour coincer le tueur de la rivière Verte, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, est confiée à un jeune agent, 30 ans, marié, père de 3 enfants, Dave Reichert. Même s'il n'a pas d'amis, Gary n'est pas un solitaire. Il aime enchaîner les relations. Puisqu'il est divorcé, il s'inscrit dans une association de rencontres parents sans partenaire. Là-bas, il multiplie les conquêtes. Après son divorce, il s'est acheté une nouvelle maison à Des Moines, pas loin de la Pacific Highway. Il y vit seul. C'est un voisin discret qui parle peu et qui ne cause pas de soucis. Il est rarement chez lui le soir ou le week-end. Après une semaine de travail harassant à la Kenworth, il profite de son repos pour aller camper ou pêcher. Il aime la nature et connaît la région comme sa poche. Il a toujours vécu ici. Mais il s'octroie toujours du temps pour son activité favorite, la chasse.
Il peut passer des nuits entières sur SeaTac Strip à observer et repérer ses proies. Parfois, il les regarde plusieurs jours avant de les aborder. Il est rodé, méticuleux. Il attend toujours que la voie soit libre pour faire monter une femme dans sa voiture. S'il y a un témoin, ou un Mac un peu trop protecteur, il se contente d'avoir une relation sexuelle tarifée dans sa voiture, comme un client lambda. Sinon, il sait d'avance où il emmène sa victime. L'enquête est mal partie. Ce n'est pourtant pas la première fois que le comté de King est confronté à un tueur. 8 ans plus tôt, le célèbre Ted Bundy avait fait des victimes dans la région. Mais déjà à l'époque, la police souffrait d'un manque de moyens, de compétences et de personnel pour mener l'enquête. Et cette fois encore, par manque de formation sur les cas d'homicide, personne ne sait où chercher. Un proxénète, un client, un seul, 2 tueurs, quelqu'un de la région ou un voyageur. Seule certitude, le tueur est un opportuniste. Il ne connaît pas ses victimes. Il ne s'en prend qu'à des jeunes filles de la rue, quel que soit leur âge, leur couleur de peau, l'aspect de leurs cheveux, leur taille ou leur tenue. Pour faire face au nombre inquiétant de disparitions et de cadavres, une brigade d'investigation spéciale est créée dans les rangs de la police de Seattle. 25 enquêteurs exclusivement dédiés à l'affaire du tueur de la Rivière Verte. À leur tête, Dave Reichert. Et le FBI entre aussi dans la danse. Sa fameuse équipe de profilers pourrait aider à comprendre la personnalité du tueur. Son mode opératoire est toujours le même. Il propose plus d'argent que les autres clients pour être sûr qu'elle monte dans sa voiture. Sur le tableau de bord, il laisse volontairement traîner des jouets de son fils. À celles qui le prennent pour un policier, il a toujours une canette de bière à proposer. Un flic n'offrirait jamais d'alcool. Quand il les tient dans son pick-up, il les ramène dans sa petite maison de Des Moines, leur fait visiter la chambre de son fils et demande à ce qu'elle passe aux toilettes avant le rapport. Ensuite, il demande un rapport sexuel et quand il a fini son affaire, il étrangle sa partenaire. Jamais d'armes ou de couteau pour éviter les taches. Et puis, l'étranglement, c'est tellement plus personnel. Une fois sa victime décédée, il ramasse ses habits, il les jettera dans une benne à ordures, la laisse nue, lui coupe les ongles, au cas où elle l'aurait griffé en se débattant, enroule le corps dans une couverture, le charge à l'arrière de son pick-up et jette simplement le cadavre dans un lieu isolé, repéré à l'avance, avant de rentrer chez lui, détendu. Tuer des prostituées lui permet d'avoir des rapports sexuels gratuits et d'assouvir ses besoins de meurtre. En plus, c'est tellement facile de les attraper et personne ne se soucie vraiment de leur disparition. Peu de risque de se faire attraper. Malgré la brigade de la Rivière Verte, les disparitions continuent. Casey Lee, 16 ans, vue pour la dernière fois le 28 août 82. Terry Milligan, 16 ans, disparu le lendemain. Ce qui est étonnant, c'est que la zone de chasse du tueur, SeaTac Strip, est très surveillée par les flics. Ils y patrouillent quotidiennement en civil, et il y a de fortes chances qu'ils aient déjà croisé le tueur. Mais rien n'a été mis en place pour le coincer. Les clients et les prostituées ne sont pas systématiquement interrogés sur les meurtres, les véhicules des clients ne sont pas fouillés, et aucune photo ou vérification d'identité n'est faite. Pourtant, la brigade est obsédée par l'affaire. Dans leur bureau, le téléphone sonne sans interruption. Des familles de disparus, des amis, des proxénètes, des anonymes. Tous ont des inquiétudes, des hypothèses sur le tueur. Il y a des femmes qui appellent pour dénoncer leur mari ou leur ex. Le flot d'informations est tel qu'une liste de 100 suspects est établie. 100 hommes suspectés sur des bases plus ou moins solides. Quoi qu'il en soit, tout doit être exploré. Gary Leon Ridgway est né en 1949 dans l'Utah. Il est le deuxième d'une famille de 3 garçons. Ses parents, des ouvriers, sont venus s'installer dans le comté de King quand il avait 11 ans. Il connaît par cœur tous les alentours de la ville. Petit,
C'est un enfant ordinaire qui aime les voitures, le football américain. Mais il est aussi atteint de certains troubles. Il fait pipi au lit jusqu'à ses 13 ans, et c'est sa mère qui lui lave les parties génitales pendant de longues minutes. Sa mère, une femme dure, l'humilie souvent et se promène nue dans la maison. Il a pour elle des sentiments contradictoires. Il la désire sexuellement autant qu'il voudrait la tuer. Adolescent, Gary a des tendances pyromanes et prend plaisir à être cruel envers les animaux. L'incident le plus marquant de cette période est le jour où il poignarde un enfant de 6 ans pour voir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Heureusement pour lui, il ne se fera jamais attraper, même si sa petite victime a miraculeusement survécu. L'aide du FBI permet d'établir le profil du tueur. Selon l'agent fédéral John Douglas, il s'agit d'un homme blanc, ni gros ni maigre, ouvrier ou mécanicien, familier de la rivière verte, qui roule beaucoup et tue sans remords des prostituées, pensant sans doute agir pour le bien de la société. Un homme colle parfaitement à ce profil. Melvin Foster. Melvin est un taximan, ancien voleur de voitures, qui s'est présenté lui-même à la police un jour de septembre 82. Il a voulu apporter son aide à la brigade en exposant ses hypothèses. Mais il est rapidement devenu suspect. Il connaît au moins 5 des victimes et a l'habitude de conduire sur le boulevard. Ça lui arrive de prendre des prostituées dans son taxi et d'accepter qu'elles payent en nature. Et quand la police le soumet au détecteur de mensonges, il ne réussit pas le test. Alors, sa maison est perquisitionnée et l'homme est surveillé de près pendant plusieurs mois. Mais rien ne permet de l'incriminer. Et malgré la surveillance de Melvin Foster, des prostituées continuent de disparaître. Il ne tue pas toutes les prostituées avec qui il couche. Il en laisse quelques-unes en vie pour revenir les tuer plus tard. Ou bien juste pour avoir des témoins en sa faveur, au cas où la police interrogerait l'une d'entre elles. De toute façon, la police rame. Et il le sait. Fin août 1982, il est interpellé en présence d'une prostituée, à seulement quelques mètres d'un des lieux où 2 corps ont été retrouvés. Il est rapidement interrogé, mais aucun rapprochement n'est fait entre lui et les 2 pauvres victimes découvertes quelques jours plus tôt. La liste ne fait que s'allonger. Debra Estes, 15 ans, disparaît le 20 septembre 82. 6 jours plus tard, Céline Daroul, 16 ans. Puis, à la fin de l'année 82, au moins 6 jeunes femmes disparaissent. Denise Bush, 22 ans, Jonda Summers, 17 ans, Shirley Sherrill, 18 ans, Becky Marrero, 20 ans, Trina Hunter et Colin Brockman. La brigade de la rivière verte n'est pas au bout de ses peines. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Pour ses proches, ses frères, ses nièces, ses voisins, Gary est un homme banal, sympathique, aimable. Un travailleur honnête, un peintre en carrosserie fidèle à son entreprise. Derrière sa petite moustache, les traits de son visage sont basiques. Il est ni beau, ni laid. C'est un homme méthodique, simple d'esprit et dyslexique. Pour les femmes qu'il rencontre au sein de l'association Parents sans partenaire, Gary est vu comme un homme gentil, plutôt timide, avec une soif de sexe intarissable. Ce n'est pas un homme violent ni effrayant. En tout cas, pour les femmes de son entourage. Pour les autres, c'est un étrangleur fou et dénué d'empathie. Pour lui, les femmes qu'il fréquente à l'association, au travail, dans sa famille, sont de vraies femmes. Il ne leur fera aucun mal. Les prostituées, en revanche, sont pour lui des dames, des non-personnes, des objets dont il se sert et qu'il jette après utilisation. Il tue le jour ou la nuit, selon son emploi du temps. Cache le corps dans son coffre, retourne s'il le faut au travail et enterre le cadavre à l'heure de sa pause déjeuner.
Alma Smith, 18 ans, disparaît le 3 mars 1983. Une des filles de la rue l'a vue monter dans un pick-up bleu, conduit par un homme banal. 5 jours plus tard, c'est Dolores Williams qui disparaît. Le 21 mars, Cindy Smith ne rentre pas chez elle. La brigade surveille toujours de près Melvin Foster, le chauffeur de taxi, leur suspect numéro 1. Mais force est de constater qu'il n'est pas l'auteur de ces enlèvements. Et la série macabre continue. Sandra Gabert et Kimika Pistor, le 17 avril. Le tueur semble tellement confiant qu'il peut s'en prendre à 2 filles en une seule journée. Toujours en avril, le petit ami de Gail Matthews la voit monter dans un pick-up Ford bleu, ouvert, dont l'une des portes vient d'être poncée. C'est la dernière fois qu'il voit Gail. Les victimes augmentent de jour en jour. À la brigade de la Rivière Verte, on passe plus de temps à essayer de le répertorier qu'à véritablement mener l'enquête. En avril 1983, Gary fait monter une fille dans son pick-up. Elle a 18 ans, cheveux bruns, mi-longs, la peau mate. Une jolie jeune femme à la bouche pulpeuse. Il l'emmène chez lui. Ils ont un rapport sexuel, il l'étrangle. Mais Marie Malvar se débat. Elle griffe les bras de son agresseur. Elle lutte pour sa vie jusqu'au dernier moment. Ensuite, c'est toujours la même chorégraphie. Gary se débarrasse des indices et du corps. Et pour cacher sa vilaine blessure, il n'hésite pas à se verser de l'acide sur le bras. Après la disparition de Marie Malvar, le nom de Gary Ridgway apparaît pour la première fois sérieusement dans les dossiers des enquêteurs. Marie a disparu en avril 1983. Son petit ami et proxénète l'a vu monter dans un pick-up de couleur sombre. Comme d'habitude, pour assurer la sécurité de Marie, il a suivi le véhicule. Bloqué par un feu rouge, il a perdu sa trace au moment où le pick-up tournait vers la Rivière Verte. Puisque Marie n'est pas rentrée, son petit ami a prévenu le père de celle-ci, et ensemble, ils ont retracé le chemin du pick-up. Arrivé sur une voie résidentielle sans issue, le petit ami a reconnu la voiture, garée devant une petite maison des années 50. Alors, ils préviennent la police de la ville et patientent jusqu'à leur arrivée. Le 3 mai 1983, une voiture de police de Des Moines se gare devant chez Gary Ridgway pour l'interroger sur la disparition de Marie Malvar. Gary est étonné de voir la police devant sa porte. Marie Malvar ? Non, il ne connaît pas. Il se garde bien de dire qu'il a les papiers d'identité de la disparue dans la poche arrière de son pantalon. Il répond calmement à toutes les questions des policiers, les mains dans le dos, pour ne pas que l'agent de police voie ses blessures au bras. Il affirme, avec un sang-froid impressionnant, qu'il n'a rien à voir avec ces disparitions. Oui, il lui est arrivé de fréquenter des prostituées, mais comme tout le monde. L'homme est sympathique et semble honnête. Il n'est pas agressif, répond à toutes les questions qu'on lui pose. Il n'est pas nerveux, et puis, il n'a pas le profil d'un méchant. Gary Ridgway ne peut pas être l'agresseur de Marie Malvar, et la police repart bredouille. Le corps de Marie reste introuvable. Et pour être sûr de ne passer à côté d'aucune information, ils interrogent pendant plusieurs heures le petit ami de Marie. Ils le soumettent au détecteur de mensonges et même à une séance d'hypnose pour faire remonter les souvenirs. En vain. Le tueur de la Rivière Verte court encore. Après Marie Malvar, ils auraient pu l'attraper. Il doit être plus vigilant. Dans un premier temps, il se débarrasse des papiers d'identité de Marie. Il les laisse à l'aéroport de Seattle. Peut-être penseront-ils que Marie s'est enfuie dans un autre État, ou bien ils se diront que c'est un businessman, un homme qui voyage, qui a fait le coup. Puis, il doit brouiller les pistes. Quand Gary rencontre Carol Christensen, elle a 21 ans. Ce n'est pas vraiment une prostituée. C'est une serveuse de l'un des bars de SeaTac Strip. Elle fait quelques passes de temps en temps pour arrondir les fins de mois et nourrir sa petite fille. Carol est belle.
Elle a un joli corps. Et avec elle, Gary se sent bien. Elle est douce, gentille, patiente. Et ils prennent souvent le temps de discuter. Mais un jour de mai 1983, Carol n'a pas le temps. Elle doit s'occuper de sa fille et prie donc Gary de se dépêcher. Elle signe son arrêt de mort. Gary n'a jamais de raison de tuer ses victimes, si ce n'est son plaisir personnel. Mais là, Carol l'a profondément blessé. Il ne peut pas faire autrement. Après un rapport sexuel rapide, il l'étrangle avec une cordelette. Puis, il s'étend à côté d'elle et pleure. Il l'aimait bien. Et même rengaine. Il installe le cadavre à l'arrière de sa voiture et conduit jusqu'à Maple Valley, une forêt pas loin de SeaTac. Là, il abandonne le corps en prenant soin de perdre les enquêteurs. Le corps de Carol Christensen est découvert le 8 mai 1983. La scène est étonnante. La jeune femme est habillée. Un sac en papier d'un magasin du SeaTac Strip lui couvre la tête. Une saucisse a été placée sur ses mains. Une truite a été vidée sur l'un de ses bras, une autre près de son cou, et posée sur son ventre, une bouteille de vin. Carol a été étranglée, et sans doute violée. Est-ce l'œuvre du tueur de la Rivière Verte ? Depuis le début des meurtres en 1982, c'est la première fois que la brigade fait face à ce genre de scène. A-t-il changé son mode opératoire ? A-t-il mis en scène le cadavre pour perdre la police ? Quoi qu'il en soit, la brigade décide de compter malgré tout Carol parmi les victimes de la Rivière Verte. Le tueur joue avec leurs nerfs. Carol Christensen n'était pas comme les autres filles. Elle l'a profondément déçu. Il s'est vengé. Il préfère la laisser habillée, sans doute par respect pour son corps. Il lui couvre la tête pour ne pas voir son visage. Il ne veut pas l'humilier. Les saucisses et les truites, il les avait dans son frigo. C'est pour attirer les animaux sauvages, pour qu'ils la dévorent, qu'elle disparaisse et que personne ne la retrouve. Ou peut-être qu'il l'a mise en scène pour qu'on la retrouve plus facilement. C'est une jeune mère, il a pensé à sa fille. Il ne sait pas vraiment pourquoi il a fait ça, si ce n'est pour balader les enquêteurs. En mai 1983, 5 nouvelles victimes sont signalées. Martina Otterly, Cheryl Wims, Yvonne Entosh, Connie Neyon, Carrie Royce. Fin juin, c'est Kelly McGuinness, une très jeune et jolie prostituée du strip qui n'a que 14 ans, qui disparaît. Puis, Kelly Ware, Tina Thompson, April Buttram, Debbie Abernathy, Tracy Winston, Maureen Finney. La brigade est débordée. Il y a trop de victimes et si peu de moyens. L'année 83 est bien pire que la précédente. En octobre, Mary Bello et Dennis Pager disparaissent. Kimberly Nelson se volatilise le 1er novembre. Le tueur ne prend pas de vacances. Il frappe même à quelques jours de Noël. Lisa Yates, 26 ans, disparaît le 23 décembre 1983. Depuis 82, le tueur de la Rivière Verte a fait plus de 41 victimes. La majorité des corps n'a pas été retrouvée. Il se sent invincible. Il passe entre toutes les mailles du filet. Pourtant, Gary a été arrêté en compagnie d'une prostituée, Kelly McGuinness, quelques jours avant qu'elle disparaisse, près de l'aéroport de Seattle, une zone où il a déjà caché plusieurs corps. Mais encore une fois, la police n'a pas fait le rapprochement. Gary se délecte de sa puissance. Sa haine des femmes, particulièrement des travailleuses du sexe, est inarrêtable. Il les contrôle. C'est lui qui décide de leur vie ou de leur mort. Plus le temps passe, plus il gagne en confiance. Et en un mois, il est capable d'en tuer 7. Parfois, il les enterre au même endroit pour les revoir et contempler son travail. Il continue de tuer chez lui, dans sa petite maison de Des Moines, surtout l'après-midi, après le travail. Le nombre de victimes augmente en même temps que le nombre de cadavres, avec un léger temps de décalage.
Les restes de Gisèle Levorn, disparue en juillet 82, sont retrouvés près de l'aéroport plus d'1 an après sa disparition. Pas loin, on trouve le crâne et les os de Shonda Summers, disparue en octobre 82. 2 jours plus tard, à quelques mètres des 2 premières victimes, il reste d'un squelette impossible à identifier. Le tueur est là, tout proche. La brigade le sent. Il semble galvanisé ou énervé que les corps soient retrouvés. Plus il y a de cadavres découverts, plus il y a de disparitions. À l'automne 83, on retrouve les cadavres de 4 jeunes femmes signalées disparues depuis plusieurs mois. Les zones où la brigade trouve des corps sont passées au peigne fin. Ils gardent tout. Les fibres, les cheveux, des cailloux, des brindilles, des mégots. Tout ce qui peut servir à faire un lien avec le tueur. Mais les enquêteurs, trop peu nombreux, n'ont pas le temps de faire plus. Ils sont confrontés en permanence à de nouvelles victimes. La tâche est d'autant plus ardue que les disparus ont souvent plusieurs identités. Elles changent de nom à chaque fois qu'elles se font arrêter. Les familles qui les cherchent les déclarent sous leur identité de naissance et ne sont souvent pas au courant de leur travail. Tina Thompson, par exemple, se fait aussi appeler Star. Mais son vrai nom est Kimberly Nelson. 3 noms pour une seule jeune femme. Il tue plus qu'avant. Et les flics ont du mal à retrouver tous les corps. Beaucoup manquent à l'appel. Ça lui plaît. Il ne veut pas qu'on retrouve ses victimes. Elles sont à lui pour toujours. Il les prend, il les jette. Une fois, il en a enterré une près de Pacific Highway. Mary Bridget Meehan, une jeune femme de 18 ans, enceinte de 5 mois. La brigade spéciale a mis plus d'1 an à retrouver son corps. L'année 83 se termine et il faut se rendre à l'évidence. L'enquête ne mène à rien. Une toute nouvelle brigade, la 2e, est mise sur pied, commandée par Frank Adamson. Les effectifs sont augmentés. 40 hommes sont affectés à l'enquête sur la rivière verte. Ils emménagent près de SeaTac Strip, dans de plus grands locaux. Nouvelle brigade, nouveau départ. Les agents qui suivent l'affaire depuis ses débuts, Dave Reichert, Randy Mulinax, Tom Jensen et Dick Kraske, s'accrochent. Ils n'ont tous qu'une idée en tête. Stopper ce salopard. En février 1984, galvanisé par sa réussite, il a tellement d'avance sur les enquêteurs que Gary envoie une lettre dactylographiée à un journaliste du Post Intelligencer. Il a pris soin de donner des détails que seul le tueur peut connaître. Mais pas question de faciliter la tâche de la police. Il les noie aussi dans de nombreuses fausses informations, écrit les mots sans laisser d'espace et signe « Appelez-moi Fred ». Il joue avec la police. Il se montre un peu, assez pour éveiller l'attention, mais trop peu pour réussir à le trouver. La lettre reçue en février ne peut pas être authentique. C'est un canular. Un anonyme qui s'amuse de la situation pour se moquer de la police. La brigade ne se laisse pas abattre et prend des mesures drastiques. En plus des agents en civil déjà présents sur SeaTac, des femmes policières se font passer pour des prostituées. Des dizaines de clients sont interpellés. Mais aucun ne correspond au profil du tueur de la rivière verte. À Seattle, l'incompétence de la police commence à agacer. Les policiers, eux, sont à bout de souffle. Gary ne s'est pas fait avoir par les femmes flics déguisées en prostituées. C'est simple. Avant de faire monter une femme dans sa voiture, il lui demande toujours de montrer ses seins. Une femme flic ne ferait jamais ça. Mais il s'est fait interpeller plusieurs fois. Il a même été interrogé par l'enquêteur Randy Mulinax. Gary l'a baratiné avec une assurance hors norme. Alors Mulinax l'a laissé partir. Dans les jours qui suivent, c'est Larry Gross, un autre enquêteur de la brigade, qui interpelle Gary. Il le relâche. Il est tellement banal avec sa chemise à carreaux, sa casquette de baseball et sa petite taille. Aucune raison de le soupçonner. Le nombre de suspects est aussi affolant que le nombre de victimes. Plus de 10 000 noms. L'affaire est hors norme. Et à Seattle, les rumeurs vont bon train. Le tueur serait un avocat. Non, c'est un policier. Depuis que les meurtres ont commencé, on ne sait toujours pas vers où chercher.
Et puis, en 1984, une survivante du tueur de la Rivière Verte se présente au poste. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Elle est sans doute la seule erreur qu'il ait commise. Rebecca, 19 ans. Comme les autres, il la trouve sur le boulevard un soir de 1982. Il la fait monter dans sa voiture pour une passe à $20. Ils vont dans les bois. Elle lui fait une fellation, mais le mord. Alors il tente de l'étrangler. Mais la jeune fille se débat si fort et s'enfuit en courant. Elle l'a vu de près. Elle peut le décrire. Taille moyenne, petits yeux, moustache et des grosses mains. Il lui a montré sa carte professionnelle. Il travaille à la Kenworth Truck Company. Et elle a vu son nom. Gary Leon Ridgway. Il a été identifié par l'une d'elles. Il est convoqué pour un interrogatoire. Il reconnaît l'agression. Il s'en est pris à elle, mais c'était de la légitime défense. La prostituée lui avait mordu le pénis. Il n'a eu qu'un réflexe naturel en l'étranglant. On le soumet au détecteur de mensonges. Il passe le test haut la main. Pour la 3e fois, le nom de Gary Ridgway est écarté de la liste des suspects. Au printemps 1984, le nombre de disparitions diminue. Mais le nombre de cadavres retrouvés est effrayant. Frank Adamson est épuisé. Plus de 20 corps ont été découverts. Mais il en manque encore tellement. 10 000 noms de suspects, des caisses entières d'indices, de témoignages, de dossiers de victimes. En 1984, la brigade de la Rivière Verte a besoin d'un ordinateur. Ils ont besoin de tout informatiser pour tenter de comprendre ce qu'ils n'ont pas vu, faire des liens, voir émerger un nom. Ils sont persuadés qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Début octobre, 2 bonnes nouvelles. Un ordinateur et un programme informatique sont prêts. Le tout a coûté $20 000. Et un informateur hors du commun propose son aide. Ted Bundy. Dans le couloir de la mort, l'homme qui a tué 36 femmes dans les années 70 veut apporter son expertise en la matière. Il sait comment le tueur de la Rivière Verte fonctionne, puisqu'il a agi exactement comme lui. Quoi qu'on en dise, Ted Bundy est un expert en la matière. Le 17 novembre 1984, Dave Reichert et Robert Keppel, l'enquêteur qui a traqué Ted Bundy, rencontrent leur informateur dans sa cellule. Le portrait que Bundy dresse du tueur de la Rivière Verte est précis. C'est un monsieur tout-le-monde, capable de mettre en confiance ses victimes. Il connaît très bien les lieux, il doit donc vivre dans le coin. C'est sans doute un homme blanc, de 25 ans. Il ne s'arrêtera jamais de tuer, et il n'a aucune envie de se faire prendre. Jusque-là, Ted Bundy émet peu ou prou les mêmes hypothèses que les profilers du FBI, à un détail près. Bundy pense que le tueur de la Rivière Verte est nécrophile, qu'il prend un certain plaisir à tuer ses victimes, mais que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il les possède physiquement. Ted Bundy sait de quoi il parle. Il a violé plusieurs de ses victimes post-mortem. Gary est un tueur en série nécrophile. Il préfère le terme tueur en série plutôt que violeur en série. Parce que ce n'est pas dans l'acte sexuel qu'il prend le plus de plaisir. Une fois sa victime morte, elle n'est plus qu'un objet sexuel, une poupée de chiffon dont il contrôle tout. Une prostituée morte ne peut pas se plaindre, ne peut pas partir et ne peut rien refuser. Il a commencé à avoir des rapports post-mortem au moment où il tuait le plus, en 1983. Le simple meurtre n'était plus suffisant pour le calmer. Il a couché avec une dizaine de ses victimes, après leur mort. Mais Gary a changé depuis. Au début de l'année 1985,
au sein de l'association Parents sans partenaire, il rencontre Judith Lynch, une divorcée légèrement plus âgée que lui, mère d'une jeune fille. Elle est subjuguée par sa gentillesse et sa politesse. Ils partagent les mêmes déceptions amoureuses, le même goût pour la musique country et un certain attrait pour les brocantes. Ensemble, ils vont camper dans les bois, le passe-temps favori de Gary. Ils ne font plus qu'un. Enfin, Gary a une femme attentive qui comble tous ses besoins affectifs. Il est heureux. En 1985, le tueur de la Rivière Verte ne fait plus parler de lui. Aucune disparition inquiétante n'est signalée. La brigade souffle enfin, sans oublier son objectif. Le diable ne rôde plus sur le boulevard, il s'est volatilisé. Ou bien il a changé d'état. Ou qui sait, il est sans doute mort. Il fréquente de moins en moins le strip. Il y passe rapidement après le travail. Question d'habitude. Mais il ne chasse plus. Il n'a plus rien à prouver. Ses journées deviennent banales. Il travaille, retrouve Judith le soir pour un dîner. Le week-end, il arpente les vides-greniers pour trouver des jouets, des vélos, toutes sortes d'objets qu'il pourrait réparer et revendre. Il adore bricoler. À l'été 1985, des os humains sont retrouvés dans un état voisin, en Oregon. Un crâne, 2 os de bassin et des côtes. Le crâne est celui de Denise Bush, jeune femme disparue en octobre 82. Le reste de son corps avait été retrouvé pas loin du strip à Seattle. Et les os semblent appartenir à Shirley Sherrill. Pourquoi le tueur les a-t-il emmenés si loin de sa zone habituelle ? A-t-on affaire au même tueur ? Ce jeu macabre agace au plus haut point les agents de la brigade. Le type joue avec leurs nerfs. 26. Officiellement, depuis 82, le tueur de la Rivière Verte a tué 26 jeunes femmes. Du moins, 26 cadavres lui sont attribués. Il manque plus d'une vingtaine de filles signalées disparues, ou de leurs restes à retrouver. Il est passé dans l'Oregon en 1984. Un an avant que la brigade ne retrouve les corps. Un petit voyage pour les vacances, entre père et fils. Dans son coffre, il gardait quelques crânes et des os. Le but du voyage, faire du vélo avec son garçon Matthew, mais aussi en profiter pour brouiller les pistes. Disséminer çà et là des morceaux de ses victimes. Gary aime mener la barque. Parfois, il revient près des cadavres pour laisser des chewing-gums. Il n'en mâche jamais. Des mégots. Il ne fume pas. Ou des brochures d'agences de location de voitures ou de motels qu'il ne fréquente jamais. Quand il laisse une trace de pneu près de la Seine, il s'empresse de changer sa roue et de balancer l'ancienne dans la rivière. Parmi les disparus, aucun profil type. Mis à part que ce sont toutes des femmes en lien direct ou non avec la prostitution. 26 blanches, 10 afro-américaines, une hispanique et une asiatique. En 1985, 15 nouveaux cadavres sont découverts, ce qui porte le nombre de victimes du tueur à 31. En 3 ans et demi d'enquête, la brigade n'a rien trouvé. 8 millions de dollars ont été investis pour retrouver le tueur. Des dizaines de milliers de suspects ont été interrogés. Les lieux où sont trouvés les corps sont fouillés au tamis, mais rien. Ils en sont au même point qu'en 1982. Ils ne savent toujours pas qui ils cherchent. Vivre avec Judith, sa nouvelle compagne, l'apaise. Elle s'occupe si bien de lui. Il n'a presque plus de colère et donc moins le besoin de tuer. Sa vie est équilibrée, il vieillit, il a moins de libido. Il n'a jamais craint la brigade. Il le cherche depuis 3 ans, l'ont arrêté plusieurs fois, et pourtant, il s'en est toujours sorti. Sa grande force, c'est qu'il n'a jamais parlé à personne de ses meurtres. Officiellement, il mène une vie tristement banale, d'ouvrier, assez proche de sa famille. Il n'a rien gardé de ses victimes. Leurs habits, il les a jetés à gauche et à droite. Les bijoux, il les dépose de temps en temps dans les toilettes des femmes de son entreprise. C'est son petit plaisir.
voir l'une de ses collègues porter une montre, un collier, une bague de l'une de ses victimes. 1986. Des ouvriers retrouvent des os au pied d'un arbre. C'est Tracy Winston, disparue en septembre 83. Les restes de Maureen Finney sont retrouvés près d'une route. Le crâne et quelques os de Tina Thompson sont découverts dans un bois, tout près d'une route. 37 victimes ont été retrouvées, et 9 disparus manquent toujours, malgré les 10 millions de dollars injectés dans l'enquête, malgré une liste de plus de 17 000 pistes. Grâce au programme informatique, des faits apparaissent aux yeux des enquêteurs. Un vieux rapport de 1983, au moment de la disparition de Mary Malvar, passé inaperçu jusque-là, démontre qu'un certain Gary Ridgway a été identifié. Gary Ridgway. Ce nom apparaît tellement souvent dans l'enquête. Il a été surpris plusieurs fois à reluquer des femmes sur le strip. Mais il n'y a pas que ça. Le nom de Gary apparaît aussi dans d'autres rapports. Il a été arrêté en 82 en présence d'une jeune fille, Kelly McGuinness. Elle a disparu en juin 83. Il a essayé d'étrangler une prostituée, Rebecca, qu'il a signalée en 84. Il a été interpellé près du KFC du strip, là où la plupart des jeunes filles ont disparu. Et il conduit un pick-up qui correspond à de nombreuses descriptions de témoins. Ce Gary a définitivement un lien avec l'affaire. Reste à trouver des preuves pour l'arrêter. Mais à la fin de l'année 86, à cause du manque de résultats dans l'enquête, la brigade perd un quart de ses effectifs par manque de budget. Le capitaine, Frank Adamson, est remercié. Il doit laisser sa place à une nouvelle recrue, Jim Pompey. Gary ne correspond en rien à un tueur en série. Et il le sait. Il est en couple et heureux en ménage. Père, propriétaire de sa maison, salarié depuis plus de 20 ans dans la même entreprise. Ce n'est pas un solitaire, pas un homme colérique devant ses proches. Il a trompé le détecteur de mensonges en 1984. Si l'occasion venait à se représenter, il le tromperait de nouveau. Et il ne tue plus depuis qu'il est avec Judith. Mais Gary comprend qu'il n'est pas tout à fait à l'abri quand, le 8 avril 1987, la police toque à sa porte. Au vu de tous les faits dans lesquels il est impliqué, la brigade a obtenu le droit de perquisitionner le domicile de Gary Ridgway. La police se présente devant sa petite maison qu'il partage avec Judith et fouille de fond en comble la maison, son casier à la Kenworth Company, ses 2 pick-up et la voiture de Judith. Il ne trouve rien. L'interrogatoire de Gary ne donne rien de plus. Il se montre coopératif, admet qu'il a déjà été arrêté à cause des prostituées, qu'il connaissait certaines des victimes du tueur. Il est tellement sûr de lui et poli. La brigade n'a pas le choix. Ils doivent, encore, classer le dossier. Mais avant de quitter les lieux, l'un des agents prélève tout de même un échantillon de la salive de Gary. On ne sait jamais. Les avancées scientifiques pourraient révéler quelque chose. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. La brigade s'est présentée devant sa porte. Il les a bernés, encore. Mais il sent bien que l'étau se resserre. Après la perquisition de son domicile, Gary arrête net ses activités criminelles. À partir de l'été 87, Gary est un homme on ne peut plus normal. Il travaille toujours au même poste que 20 ans plus tôt, commence à épargner pour sa retraite. Il épouse Judith en 1988. Ils vivent heureux. Un couple de quarantenaires aux hobbies simples. Le camping, les brocantes, la country. Une vie d'Américain moyen. Quelques échanges courtois avec les voisins. Un jardin entretenu à la perfection. Les jours où il était le tueur de la Rivière Verte semblent derrière lui. Le corps de Debra Estes, disparu le 20 septembre 82, est retrouvé 6 ans plus tard par des ouvriers près d'un parking, en mai 1988. Comme sur tous les lieux où des corps ont été retrouvés, chaque indice, aussi petit soit-il, est consigné
étiquetés, scellés, avant de rejoindre les centaines de cartons qui s'entassent dans les locaux de la police de Seattle. Décembre 1988. Alors que les médias ne parlaient plus de l'affaire, l'émission Manhunter, spécialisée dans les faits divers du pays, consacre un numéro aux tueurs de la Rivière Verte. L'émission retrace la longue enquête, les faits, les pistes étudiées, et encourage les auditeurs à donner des informations. C'est un succès. Personne à Seattle, ni ailleurs, n'a oublié la sombre époque du tueur de prostituées. Le standard déborde. 30 000 appels, 12 000 noms de suspects, dont un qui revient plusieurs fois, un certain William Stevens. Il s'agit d'un jeune homme. Son physique ressemble effectivement à l'un des 4 portraits robots du tueur de la Rivière Verte. Il a été arrêté et emprisonné en 81 pour avoir volé un uniforme de police. À sa sortie de prison, il a disparu. La piste est intéressante. Les hommes de la brigade reprennent espoir. Et puis, tout s'effondre. William Stevens n'était pas à Seattle au moment des faits. Rien ne permet de l'incriminer. Nouvelle déconvenue pour la brigade. Et pendant ce temps, de nouveaux cadavres sont découverts proches de l'aéroport ou aux alentours de la rivière. Connie Nayan, Kelly Ware, Andrea Childers, 41 victimes au total. Et aucune arrestation. À la fin de l'année 89, l'équipe spéciale de la Rivière Verte est dissoute. Il n'y a plus les moyens de financer les recherches. 15 millions de dollars ont été engloutis. Les enquêteurs, qui ne sont plus que 17 contre 70 en 83, et rincés par ces 7 années de traque infructueuse, sont réaffectés dans différents services. Chacun d'eux est moralement miné, découragé d'avoir mis de côté sa vie familiale, d'avoir vécu avec l'affaire du soir au matin. La seule conclusion qu'ils en tirent, c'est qu'ils courent après un assassin invisible. Dave Reichert, présent dès le premier jour de l'enquête, est particulièrement touché. Il ne veut pas lâcher. Il l'a promis aux familles des victimes. Il retrouvera le tueur de la Rivière Verte. Gary n'a jamais bougé du comté. Il y a grandi, il y travaille, il y vit depuis les années 60. À la Kenworth Truck Company, il s'entend bien avec ses collègues. Il est fier de lui, fier de sa vie, de sa femme, de sa réussite sociale, de ses crimes, et surtout, fier d'avoir trompé son monde. Il est persuadé que la police a baissé les bras. La force de Dave Reichert, c'est qu'il n'abandonne pas. Il est obsédé par le tueur de la Rivière Verte. La brigade n'existe plus, mais l'enquête est toujours ouverte. Et les locaux de la police débordent de pièces à conviction. 9000 au total. Ils finiront par le coincer. Au début de l'année 2001, Dave Reichert, devenu shérif du comté de King, décide dans le plus grand secret de reconstituer une brigade de la Rivière Verte, la 3e. 30 policiers pour faire le point. Reprendre tout à zéro. Grâce aux avancées techniques, Dave Reichert décide de comparer l'ADN retrouvé sur certaines victimes à l'échantillon de salive de Gary, son suspect numéro 1. Les résultats, reçus le 10 septembre 2001, sont sans appel. Les 2 échantillons ont le même ADN, celui de Gary Ridgway. Après 19 ans d'enquête, la police de Seattle a enfin la preuve qu'elle attendait pour arrêter le tueur de la Rivière Verte. Le 16 novembre 2001, Gary roule sur la Pacific Highway. Il reluque toutes les demoiselles qui font le trottoir. L'envie lui a repris. Il cherche sa proie. Ses yeux se posent sur une jolie jeune femme. Il lui montre une liasse de billets. Elle s'approche, demande ce qui lui plairait. À la minute où elle s'installe dans la voiture, elle sort des menottes. Gary s'est fait avoir. Il n'est plus aussi attentif qu'avant. Il est tombé sur une femme flic déguisée en prostituée. Conduit au poste, il est verbalisé pour racolage, puis relâché. Encore une fois, il pense s'en sortir sans encombre. Mais Gary est à 1000 lieues de se douter que le piège est en train de se refermer sur lui. L'arrestation de Gary inquiète la police. Est-il en train de préparer un nouveau meurtre ? Il faut l'attraper, et vite. De nouveaux échantillons ont été comparés à son ADN, se retrouvaient sur les corps d'Opal Mills, Marcia Chapman et Cynthia Hinds.
La brigade a des éléments solides contre lui. L'arrestation est prévue pour le 30 novembre. Le 30 novembre est un vendredi, un jour lambda où Gary commence son travail à 6 heures. À peine est-il arrivé à son poste que 2 officiers de la police de Seattle se présentent à lui, Matt Haney et Sue Peters. Ils doivent lui poser quelques questions. Sans montrer aucun signe d'inquiétude, Gary répond à chacune d'entre elles pendant 2 heures. Quand les enquêteurs lui demandent « Avez-vous déjà couché avec Carol Christensen ?» il pense « Carol ? Celle que j'ai laissée avec un sac sur la tête, des truites et des saucisses sur le corps, après l'avoir étranglée ?» Mais il dit, d'un ton extrêmement naturel « Non. » L'entretien terminé, les enquêteurs tournent les talons. Gary les regarde s'éloigner, un sourire au coin des lèvres. Il a commis l'erreur espérée. Il a dit qu'il n'avait pas couché avec Carol Christensen. Pourtant, son sperme a été retrouvé sur elle. Quelques heures plus tard, la brigade voulant attendre la fin du service de Gary, les enquêteurs Jim Doyon et Randy Mullinax se cachent dans une voiture banalisée. Ils vont le cueillir. À 15h pile, sous un déluge de pluie, Gary sort de l'usine. Là, Mullinax et Doyon se précipitent sur lui. Ils l'ont eu. Au centre de détention de Kent, dans le comté de King, Gary est pris en photo comme tous les criminels des États-Unis. Il porte une chemise à carreaux, un jean, la tenue décrite par de nombreux témoins. À part ça, il est toujours aussi impassible. Gary Ridgway est inculpé pour 4 meurtres. Ceux d'Opal Mills, Marcia Chapman, Cynthia Hinds et Carol Christensen. Les 4 meurtres qui ont été résolus grâce à l'ADN. Il plaide non coupable. 4 mois plus tard, il est inculpé pour 3 meurtres supplémentaires. Wendy Caulfield, Deborah Estes et Debra Bonner. Sur chacune de ces filles, des microparticules de la peinture utilisée à l'usine par Gary ont été retrouvées. Gary plaide toujours non coupable. Les flics ont beaucoup moins que ce qu'ils pensaient. Mais pour 7 meurtres, Gary risque tout de même la peine de mort. Grâce à ses avocats, il passe un marché avec la justice. Il plaidera coupable et donnera toutes les informations nécessaires pour retrouver les corps manquants. En échange, les magistrats doivent s'engager à ne pas le condamner à la chaise électrique. Un pacte avec le diable. Difficile pour la police de refuser. Il y a encore tellement d'inconnus dans l'enquête. Pendant 5 mois, au sein même du QG de la brigade, 4 enquêteurs, Randy Mullinax, Sue Peters, Tom Jensen et John Madsen, vont devoir faire face au pire tueur en série de l'histoire des États-Unis. Autour d'une table en formica, face à une caméra, Gary doit tout raconter. S'il dupe encore une fois les enquêteurs, c'est la peine de mort. Il déballe tout. S'il a tué autant de femmes, c'est de leur faute. Il déteste les femmes. Il avait besoin de relâcher la pression. Il ne se sentait bien qu'après avoir étranglé une jeune prostituée. Il n'y a pas vraiment d'explication à ces meurtres. Aucun comportement de ses victimes ne l'a poussé à tuer. Il voulait juste coucher avec elles et les tuer. Point. Ses victimes, il les a étranglées chez lui, sur son lit, ou bien à l'arrière de son pick-up. Il a toujours pris soin de les déposer dans des lieux qu'il pouvait repérer à distance, près d'un arbre, d'un ravin, au pied d'une colline. Il avait besoin de savoir où elles étaient, pour revenir les voir et parfois les violer post-mortem. Ted Bundy avait raison. Il justifie ses penchants nécrophiles en arguant qu'il roulait tellement pour trouver ses proies que ça lui coûtait cher en essence. Retourner près des mortes, c'était gratuit. Sur sa petite chaise, dans sa tenue orange, Gary n'a rien de terrifiant. Ce n'est pas un homme très grand, il a un visage quelconque, mais quand il parle, c'est glaçant. Ses victimes, il voulait les posséder. C'était ses choses, son secret. Beaucoup n'ont pas été découvertes parce qu'il ne voulait pas qu'on les retrouve.
C'est étonnant, il n'a aucun souvenir de ses victimes, ni leur nom, ni leur visage. Par contre, sa mémoire des endroits où il les a jetés est intacte. Avec son aide, on localise les corps de Pammy Avent, April Buttram et Mary Malvar, qu'il avait cachés pas loin de chez lui. Gary n'a aucune considération pour les femmes qu'il a tuées. Face aux 4 enquêteurs, il avoue même plus de meurtres. Plus de 70. Et ajoute : Je vous ai rendu service. Vous n'arriviez pas à contrôler ces putes. Moi, j'ai trouvé la réponse. Gary est fier de ses crimes. Il considère même qu'il a fait carrière dans les homicides. Cela dit, il a quelques regrets. Il a pris trop de risques en tuant des femmes alors que son fils était dans la voiture. Le petit Matthew dormait. Mais s'il avait vu quoi que ce soit, Gary admet qu'il l'aurait tué lui aussi. Gary Leon Ridgway ne souffre d'aucune pathologie mentale. Il est 100% responsable de ses crimes. C'est un psychopathe, dénué d'empathie. Contrairement à ce que pense la police, Gary affirme avoir continué de tuer après 1985. Selon lui, il aurait tué sa dernière victime en 2001. Son véritable palmarès macabre ne sera sans doute jamais connu. Officiellement, Gary Ridgway, le tueur de la Rivière Verte, s'en est pris à 48 victimes, âgées de 15 à 36 ans. En 2003, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est toujours vivant, dans une cellule isolée de la prison de l'État de Washington, à Walla Walla.